Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Elise. Bonsoir. Bienvenue pour un nouveau NeuroLive. Alors ce soir le thème c'est l'ergothérapie. On a la chance d'avoir Elise, donc ergothérapeute avec nous, qui va, alors bon, elle va se présenter. C'est normal, hein, c'est pour à chaque fois les nouveaux intervenants, ils prennent quand même le temps de se présenter pour que vous sachiez aussi qui vous avez donc ce soir avec vous. Il y aura l'histoire de l'ergothérapie. Je pense qu'on va apprendre pas mal de choses ce soir. Le bilan et puis également la prise en charge. Alors, le temps que les personnes se connectent, je vais. Et bah oui, 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 ça a commencé. Je vais rappeler un petit peu donc l'objectif du NeuroLive et puis comme ça, donc on va voir là, il y a des nouvelles personnes donc, qui se connectent. Le NeuroLive, ça a été donc pensé pour d'abord les patients et les familles, donner un maximum de contenu, partager un maximum d'expériences pour pouvoir être utile donc aux personnes isolées qui malheureusement ne peuvent pas aller vers un praticien, ne peuvent pas forcément aller vers une consultation, et au moins du coup permettre à ces personnes-là d'obtenir un maximum d'informations pour aider leur quotidien. On a la chance aussi donc là d'avoir Nima avec nous donc ce soir derrière son clavier qui fera donc comme chaque jeudi qui pourra répondre directement aux questions des personnes ou lui-même poser des questions parce qu'il a l'habitude aussi donc de poser les questions assez spécifiques. C'est bien, il y a déjà pas mal de connectés, donc c'est plutôt cool. Ouais. Ouais. On peut commencer. C'est parti. Ouais. Ouais. Donc, Élise Trigoneveux. J'exerce à Clichy et à Vaucresson. Je suis collaboratrice d'un cabinet depuis. C'est ma troisième année. Avant, j'étais en salarié. Et je travaille principalement en euros. Et dans le C'est bien cadre ça. du libéral, je reçois plutôt des enfants. Donc beaucoup d'enfants avec des troubles 10, TDAH, toute la sphère des troubles des apprentissages, mais aussi pas mal d'enfants autistes. Ou alors des patients, je sais pas encore de diagnostic, ou alors des pathologies rares, ça arrive aussi, ou de plus en plus des enfants qui ont fait des AVC. D'accord. Ouais, Ok. de plus en plus. Euh, voilà pour moi. Pour la présentation. Ouais. Donc du coup, je voulais vous parler de l'histoire de l'ergothérapie. Ça me paraissait intéressant pour savoir un petit peu ce qu'était l'ergothérapie et comment elle s'était construite. Donc du coup, l'ergothérapie, c'est une profession assez jeune finalement, parce que ça a été créé il y a une centaine d'années seulement aux États-Unis, en psychiatrie. Donc très loin de peut-être certaines représentations de certains. Ouais. Ouais. Donc en fait, connecté. Non, c'est Non, bon. c'est bon. Ouais. Ok. Il y a une bonne Donc, connexion ou pas ici? Il faut que normalement, oui. Normalement, oui. Bon, super. Ok. Ouais, normalement. Ah, bonsoir tout le monde. Oui. Ok. Donc, du coup, en fait, les hôpitaux psychiatriques à l'époque, mais Ouais. aussi en France, c'était des villes, en fait. Et notamment, en fait, on avait un petit peu deux classes de patients. Il y avait ceux qui étaient riches, donc qui étaient traités un peu comme des patients, on va dire, actuels, dans des lits qui voilà, sont pas forcément très actifs. Mhm. Et puis des patients qui avaient moins de moyens et eux, en fait, travaillaient dans la ville. Et on s'est rendu compte que le groupe de personnes qui travaillaient, en fait, avait des meilleurs résultats des tests ou D'accord. en fait semblait plus épanoui et avait quand même une meilleure évolution que des patients qui restaient un peu oisifs dans leur lit. Dans leur lit. Et donc c'est là qu'on s'est dit peut-être que l'activité est intéressante sur un plan thérapeutique C'est intéressant ça. et que s'est développée l'ergothérapie. Donc c'est des soignants en fait, c'est beaucoup des infirmiers qui ont développé ça au départ. Jusqu'à créer une école d'ergothérapie aux États-Unis il y a une centaine d'années. Toute petite centaine d'années. Donc en fait, le constat, c'est parti on se rend compte que voilà, les Ouais, personnes actives, ouais, finalement, en ouais, fait, obtiennent de meilleurs résultats. c'est ça. Donc il faut passer par finalement le fait De de travailler, travailler, de faire quelque ouais, chose pour pouvoir obtenir des résultats. c'est ça. C'est bien ça. C'est ça. Ouais. Et donc du coup a été créé le métier de occupational therapist, donc thérapeute de l'occupation. Mais en fait en anglais la signification est un petit peu différente. Occupation en français c'est un peu je sais pas quoi faire, je m'occupe. Hmm. Euh,
dans d'autres langues ou d'autres pays, ça n'a pas vraiment la même signification. Ce serait plus les activités qui ont un sens pour toi et qui vont te donner un rôle dans la société. Ok. Par exemple, un enfant qui va jouer à la pâte à modeler, ça lui donne un rôle d'enfant qui se développe, apprend des choses. Pour lui, c'est important parce que on va peut-être lui proposer à la maternelle et s'il ne peut pas s'y investir, ça peut poser problème. Pour toi qui es neuropsychologue, peut-être ça ne fait pas du tout partie de ton quotidien. Et si tu ne peux pas t'y investir, c'est pas grave. Voilà. Et du coup, l'ergothérapie est arrivée en France juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc plus finalement pour les blessés de guerre. Donc plus sur de la réadaptation physique, beaucoup. Et ce terme d'occupation n'a pas été conservé parce que du coup il n'a pas le même sens en France. Et aussi parce qu'ils sortaient de la guerre où ils étaient occupés par les Allemands, donc ça leur est un peu mal fait. Le mot occupé le mot occupé n'était pas judicieux, donc on a gardé, ils ont pris le terme d'ergo qui vient du grec ergon, qui est le travail, l'activité. Voilà. Tu donnes plein d'informations. Ouais. Non mais c'est super intéressant parce que c'est vrai que de toute façon, et je pense que c'est pour ça aussi que là il y a autant de personnes là qui regardent, c'est vrai, il y a beaucoup de gens en fait qui savent pas vraiment en fait, ce que c'est que l'ergothérapie, malheureusement. Et du coup ce que fait l'ergothérapeute, donc c'est important de revenir déjà sur le sens même du mot, c'est ça, l'histoire et de comment ça s'est son développé. origine qui est quand même assez intéressante. C'est pour ça que je suis plus partie sur l'histoire. Donc du coup, un ergothérapeute va s'occuper de toute personne qui serait en fait limitée dans ses activités de vie quotidienne. Donc du coup, de fait, toutes les personnes qui vivent, donc de la naissance. Donc il y a des ergots en néonate à la mort. Donc c'est vraiment tous les âges de la vie et sur un petit peu tous les domaines. À la fois sur du handicap moteur, sur du handicap cognitif, sur du handicap psychique et aussi sur du social, alors qui est peut-être moins développé en France, mais en fait en tant qu'ergothérapeute on est à la fois profession médicale et sociale, on a les deux couvertures. Bon, peut-être même la seule profession, je ne sais pas si certains peuvent nous donner des indications. Le lien avec l'ergonomie, c'est intéressant, mais en fait c'est aussi des ergots. Et en fait tous les deux on étudie les sciences de l'activité. En fait, en tant qu'ergo, voilà, c'est un peu la spécificité, c'est l'activité. Donc, on est à la fois sur des sciences médicales et sur des sciences de l'activité. Et donc, il y a beaucoup de choses, peut-être de théories ou de concepts qui sont aussi enseignés en ergonomie dans les facs pour pratiquer ce métier. Et nous-mêmes, en fait, on peut rattraper des filières pour devenir ergonome. Voilà. Que dire de plus alors du coup, donc c'est arrivé en France après la Seconde Guerre mondiale. Peut-être pour le coup, alors comment après ça a évolué sans forcément trop refaire d'histoire, mais comment ça a évolué entre après guerre et puis jusqu'à peut-être ces dernières années, parce que je pense qu'il y a quand même en fait assez de mouvements aussi dans la profession, surtout avec l'arrivée de l'outil informatique. Notamment. Oui. Donc après, forcément, on a entendu un peu de tout, que ce soit professionnel ou alors côté patient. Comment ça s'est développé en France, si tu sais Oui. Du coup, l'ergothérapie, dans son idée, en fait, donc c'est la thérapie par l'activité, donc on est à la fois rééducateur, mais aussi notre but et ce qu'on va viser, c'est l'activité elle-même. C'est pour et par. Et donc, quand la rééducation va être limitée, parce qu'on ne peut pas tout rééduquer malheureusement, ou pour que la personne puisse quand même à peu près accéder à certaines choses, on va proposer des compensations qui peuvent être de tout type et dont effectivement numérique, parce que c'est un monde qui nous entoure de plus en plus et que c'est un moyen de compensation intéressant. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup plus beaucoup par la domotique et puis l'outil informatique effectivement qu'on retrouve beaucoup chez les enfants qui auraient du mal avec le graphisme comme compensation. Mais finalement ça peut être des compensations sur beaucoup d'aspects différents
Et puis ça peut être même sur le choix d'outils quotidiens. Par exemple, pourquoi j'utiliserais plutôt ce crayon ou celui-là ou encore un autre, quelle taille je vais choisir, quelle mine je vais choisir. Ouais. Ça peut être aidé sur pas mal de choix d'outils d'aménagement en fait. Adaptation de l'environnement face au profil potentiellement de la personne et de ses difficultés avec les trous, et de ce qu'elle souhaite aussi. Donc du coup l'ergothérapie effectivement comme je te disais donc ça se base quand même sur plusieurs sciences, notamment beaucoup de sciences de l'éducation de plus en plus. Okay. Et il y a beaucoup actuellement de programmes d'éducation thérapeutique qui se mettent en place avec des ergothérapeutes. Aussi des sciences psychologiques, on a quand même un gros pan sur la psychologie. Un petit peu la sociologie, l'anthropologie aussi. Donc c'est assez varié. C'est assez dense la première année d'ergo, je t'avoue. Je pense que limite ça serait intéressant de parler des missions. Des missions de l'ergothérapeute. Finalement, le rôle de l'ergothérapeute, c'est vraiment permettre à une personne de refaire ses activités de vie quotidienne. Donc, on va avoir un ergothérapeute, toute personne qui serait limitée. Et des choses qui ont un sens pour elle et voilà, ça paraît intéressant, même si elle ne l'a pas forcément pensé avant. Peut-être qu'aujourd'hui, pour moi, ce qui me paraît important, c'est mon travail ou mon activité de danse que je pratique à côté. Mais peut-être que si jamais il m'arrive un accident et que je ne peux plus me laver le matin, peut-être que ça sera ça mon nouvelle chose qui sera prégnante pour moi. Et c'est pas fixe dans le temps, en fait, ça évolue. Donc les objectifs de suivi aussi peuvent évoluer au cours du temps. D'accord. Voilà, donc toute personne. Donc, et finalement, les objectifs sont vraiment, normalement, doivent être formulés théoriquement, vraiment en termes d'objectifs fonctionnels et pas forcément de travail sur une capacité particulière, ce qui nous différencie peut-être des autres professionnels où toi, tes objectifs sera peut-être de travailler sur les fonctions exécutives, les fonctions intentionnelles. Moi, finalement, pas sur ces domaines-là, pour le coup, ça sera plus mon moyen que mon objectif. Ok, oui, je comprends. Ouais, c'est ça. Alors du coup, c'est vrai que l'activité, c'est très large. Donc du coup, c'est quand même un petit peu plus parce que ça cadré. Ça enveloppe beaucoup de choses. Donc du coup, nous, ce qui va peut-être plus nous caractériser, c'est les fonctions sensorimotrices, les fonctions visuospatiales. Et après, peut-être d'autres capacités où ça va plus être trouver des stratégies. Okay. De faire différemment ou trouver des adaptations. Et en fait, on fonctionne beaucoup en résolution de problèmes. Et en fait, le but, c'est d'amener la personne à trouver ses propres solutions pour qu'elle puisse, en fait, elle-même mieux se les approprier par la suite. De façon spontanée ? Oui. Parce que vous dites quoi, qu'à partir du moment où c'est de façon spontanée, c'est que forcément, naturellement, la personne elle aura plus de facilité à employer ce qu'elle a utilisé de façon spontanée. C'est ça, ouais. Okay. Le but, c'est pas forcément que je dise à un enfant, voilà ton crayon, tu dois le tenir comme ça. C'est que je lui dise, comme ça marche pas très bien. À ton avis, pourquoi ? Et comment tu pourrais faire différemment ? Et il pensera peut-être plus si du coup ça vient de lui que si moi je lui dis ton crayon tu dois mettre ton doigt, il faut faire ça et puis tu dois être dans telle position. En matière d'apprentissage, c'est plus facile du coup pour la personne. C'est plus facile pour lui et puis ça vient de moi donc il le mettra peut-être moins en application que si c'est lui. Et puis c'est peut-être plus valorisant pour lui aussi. Oui. S'il arrive du premier coup c'est génial. Après sinon c'est comment l'aider à trouver la solution par lui-même. En tout cas, lui dire que tu as trouvé la solution par toi-même. Alors, pour du coup réussir à cibler quels sont les besoins du patient, sur quoi vous vous appuyez. Comment en fait, en gros, l'ergothérapeute, j'ai besoin d'aller voir un ergo, comment ça se passe? Donc du coup j'ai vu qu'il y avait des difficultés au quotidien sur une activité et ça me frustre ou ça pose problème. Donc je vais aller voir un ergothérapeute. Donc finalement c'est plus un entretien
Ok. Après, on a des outils pour mettre aussi en avant des difficultés et aussi quantifier. Donc vous avez déjà votre entretien d'anamnèse, hein, c'est ça Oui, c'est aussi. ça. Ok, où vous Où revenez on sur le va... parcours, le Ouais, développement du tout à fait. patient, qui est Ouais. davantage axé forcément ergo. Finalement, ça Ou, va rester au départ des choses assez traditionnelles, voilà, d'accord. sur le développement, la naissance, le parcours psychomoteur de l'enfant. Euh, bon, après, ça dépend des demandes. Pour les adultes, ça va être peut-être un petit peu Ouais. différent, mais sur à quelle date il a fait son AVC, Ok. des choses comme ça. Et puis après, effectivement, sur ses capacités qu'il a actuellement et sur quelle activité il peut être embêté. Alors, pas forcément qu'il n'y arrive pas, mais que ça va demander beaucoup de temps, ça va pas être forcément très efficace. Pour voilà, voir comment on peut l'optimiser un petit peu plus. Voilà. Oui, c'est ça, il ne faut pas forcément que la fonction elle soit totalement déficitaire. Pour C'est avoir ça. l'ergo, il peut très bien y avoir une gêne. Oui, c'est ça. Et Ouais. ça peut quand même en fait derrière amener à une consultation vers l'ergo. Tout à fait. Ok. Ouais, Ok. tout à fait. Et du coup, alors l'entretien, ça dure quoi? À peu près 1 heure? Oui, je pense. Grosso À modo, peu c'est près, 1 heure. ça dépend après des problématiques et des personnes. Je pense que c'est assez variable. Puis des éléments qu'on a aussi, c'est vrai que souvent j'ai déjà d'autres comptes rendus en amont. Donc c'est vrai que tout ce qu'il y a avant, je le reprends pas forcément. D'accord. Donc puis ça dépend du coup de combien de temps datent les autres comptes rendus que je peux avoir. Mais oui, à peu près 3/4 d'heure, je pense quand même. Ouais, je pense qu'on peut aller là-dessus. Et après, on fait en fait des tests normés. Ok. Donc voilà, plus sur du sensorimoteur ou du visio-spatial. Alors pour répondre du coup à quelques questions, parce que j'ai vu qu'il y avait, alors pour rappel, il y a plein de questions et c'est super. On prend le temps si on peut pendant la vidéo, et sinon de toute façon vous le savez très bien que la vidéo après elle va être postée et on prendra le temps. Je pense qu'Elise elle se rendra disponible pour répondre à un maximum de questions. Ou sinon, enfin, quoi qu'il en soit, on fera en sorte qu'il n'y ait pas de questions qui soient laissées sans réponse. Justement, pour parler de l'aspect financier de la prise en charge en ergo, parce que du coup, donc, normalement, bon, après l'entretien, bon, il y a un bilan. Il y a un bilan qui doit être fait. J'imagine que, bon, de toute façon, tous les bilans ne se ressemblent pas. Ça dépend en fait des tests normés que vous allez utiliser. Ça va de. Alors, on va d'abord parler en termes de temps que ça peut prendre un bilan ergo, et puis après, éventuellement, chiffrer un petit peu, grosso modo, ce qu'on retrouve chez un ergo en libéral, en tarif. Donc, du coup, il y a la phase d'entretien qui va durer, je dirais, peut-être 3/4 d'heure. Et les tests, je dirais bien quand même 2 heures. Plus après, en général, un temps de restitution pour expliquer les résultats et ce qu'on peut proposer aux familles. Du coup, en général, c'est facturé, je dirais, à peu près aux alentours de 200 €. D'accord. Enfin, pour la totalité du bilan? Pour la totalité, ouais. Donc entretien, plus test, plus le rendez-vous de restitution. Aux alentours de 200 €. Ouais, à peu près, je dirais à peu près 180-200. D'accord. Ça dépend aussi des endroits, peut-être qu'en province c'est moins cher. Ça peut être fait en une fois, comme ça peut être fait en plusieurs fois, le bilan? Vraiment en plusieurs fois. Ok. Parce que même pour la fatigabilité de l'enfant, moi en fait maintenant je le divise en minimum 3 fois. Au moins comme ça on est sûr que c'est pas bâclé. C'est ça. Ouais, je trouve que c'est intéressant. Puis des fois, il y a des choses qu'on ne dit pas dans l'anamnèse, qui me le disent de rendez-vous plus tard. Au fait, je n'y avais pas pensé, mais effectivement, je trouve que c'est intéressant. Donc, normalement, c'est à peu près 2 heures de pure, on va dire, de passation de test. Ouais, peut-être un petit. Ça dépend ce qu'on a. Si on a beaucoup de. C'est vrai qu'on reçoit beaucoup d'enfants finalement un petit peu au bout de leur rééducation, quand il y a déjà un bilan psychomoteur, il y a déjà un bilan neuropsy. On va pas refaire passer des tests pour le plaisir si ça date de pas forcément très longtemps. Tu peux donner le nom de quelques tests? Les tests qu'on retrouve le plus souvent pour un bilan ergo? Oui, en pédia plutôt. Ouais. Beaucoup des bilans graphiques, donc il y a le BHK qui revient très souvent, les lenteurs de l'espargot. Au niveau moteur, le MABC2. Après, il y a le BOT2, qui en fait n'est pas normé en français, mais finalement il y a de plus en plus d'ergos qui l'ont.
Après, il y en a beaucoup qui font aussi des évaluations plus qualitatives où il n'y a pas forcément de résultats. D'accord. En se basant notamment sur des batteries anciennes, notamment la batterie de Talbot. C'est une batterie qui est très intéressante, mais l'étalonnage doit dater des années 70. Donc on ne prend pas l'étalonnage parce que ça n'a pas d'intérêt, c'est un peu vieux. Après, sur tout ce qui est intégration sensorielle, le seul qui est reconnu en France, c'est le profil sensoriel 1. Les autres ne sont pas normalisés. Donc, il y a beaucoup d'autres outils qui sont très intéressants, mais malheureusement pas normalisés en France et pas forcément traduits. Ça, ouais, c'est vrai que les pros, peu importe, hein, j'ai l'impression les professions, Ouais. parfois on est un peu coincé avec les outils qu'on a à disposition qui ne sont pas forcément excellents, ou en tout cas sans défaut, et du coup on fait comme on peut avec ce qu'on a pour mettre en avant les points forts et les points faibles chez la patiente. Après, sur tout ce qui est visio-perceptif, il y a le DTVP qui est beaucoup passé. Donc là, il y a une 3 qui est sortie l'année dernière. Après, on utilise aussi des items de l'ANEPSI, les compétences sensorimotrices visio-spatiales. L'ANEPSI, on se la partage tous. Oui, mais c'est vrai qu'elle est vraiment intéressante, je trouve. Puis sur les normes aussi. Ouais. Je cherchais récemment un bilan pour appréhender un peu la 3D. Et finalement, vraiment celui-là, il y avait le Benton, mais je trouve que les étalonnages sont quand même assez anciens. Donc ça, après, plus vraiment sur occupation pure. Il y a la mesure canadienne du rendement occupationnel, le MOO, le modèle de l'occupation humaine. Je suis moins à l'aise avec celui-là. Kawa, bon là c'est peut-être plus pour les orientaux pour le coup. Après, des bilans plus peut-être sur des éléments à proprement dit, beaucoup sur la manipulation des outils scolaires. Il y a le Manos qui a été créé avec un étalonnage. D'accord. RTD de Lasserre aussi sur visio-perceptif. Il y en a plusieurs. Motricité fine au Pirdio, pas mal aussi, je le vois souvent dans les comptes rendus. Voilà, je pense que je c'est pas mal. Pas mal déjà. Ça fait quand même beaucoup d'outils là, d'évaluation. C'est plutôt pas mal. Après, on peut pas tout passer. Hein. non, mais oui, parce que sinon, je me dis que ça va durer puis 2 si semaines. on évalue déjà une compétence, pas la peine de la réévaluer derrière. Enfin, moi, il y a vraiment un doute fou, mais. Non, c'est déjà pas mal. Et du coup, donc après, une fois que donc, le bilan a été fait, ça, plus les éléments que l'ergo a pu obtenir pendant l'entretien, généralement, ça, du coup, derrière, amène à pouvoir affiner ou en cas proposer une prise en charge la plus adaptée par rapport au patient. Il y en a beaucoup dans des ergos qui se déplacent à domicile. Oui, il y en a pas mal. Il y en a pas mal, c'est vrai que c'est intéressant de voir l'environnement et pouvoir travailler avec les différents partenaires qui sont autour de l'enfant, d'avoir un échange avec les enseignants, les parents. C'est vrai que c'est intéressant d'aller à l'école notamment pour échanger avec les enseignants, même si malheureusement ils ne sont pas forcément tous ouverts à la chose. Et quand ils sont en train de faire classe à 30 enfants, ils vont peut-être consacrer 5 minutes, mais ils ne peuvent pas faire plus. C'est vrai que c'est quand même malheureusement un petit peu compliqué. Avec les AVS peut-être plus. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. J'ai l'impression que ça tend quand même à ce que de plus en plus d'ergothérapeutes interviennent quand même en cabinet. Apparemment, c'est ce que tu me disais là avant la vidéo, et c'est vrai que pour le coup, c'est ce qu'on voit aussi, en tout cas en région parisienne, en tout cas c'est ce qu'on voit. Il y a de plus en plus surtout que maintenant, finalement, l'éducation nationale referme un petit peu ses portes. En fait, théoriquement, on n'a plus le droit d'aller à l'école. Donc, c'est bizarre ça, l'éducation nationale qui recule. Pas qui recule, mais voilà, si on ne fait pas partie de l'éducation nationale, c'est pas forcément évident. Et puis, ils considèrent aussi que l'école n'est pas un lieu de soins. Et qu'à ce titre, on n'a pas forcément à y être. Donc, alors que dans d'autres pays, là je dis ça simplement parce que je sais que dans le modèle anglais, les professionnels de santé ou du paramédical justement interviennent. Dans l'école, c'est vrai qu'il n'y a pas d'ergothérapeutes qui font partie de l'éducation nationale.
Mais effectivement, dans d'autres pays, il y a des ergothérapeutes au sein même des écoles, qui vont aider peut-être les enseignants sur certaines compétences ou prendre en charge certains enfants, effectivement. C'est vrai que le modèle est un petit peu différent. Mais je trouve que voilà, au cabinet, c'est aussi intéressant pour peut-être plus voir les parents qu'on ne voit pas forcément quand on va à l'école. Ça, c'est Ou avantageux. les personnes qui potentiellement s'occupent de l'enfant, même si c'est une babysitter, c'est vrai que si elle s'en occupe tous les jours et que c'est elle qui fait faire les devoirs ou qui gère tout et que les parents rentrent à 21h le soir, au final, c'est quand même un acteur privilégié. Oui, c'est sûr. Donc c'est toujours intéressant. Et justement, en matière de prise en charge, alors du coup, on parle financière, quand même. Ouais, financière. Donc du coup, malheureusement, il n'y en a pas. Ça veut dire que pour la Sécu, ça rembourse pas. La Sécu, alors, pas a priori en prise en charge extra-légale. Elle peut l'accepter, il faut faire la demande. Sinon, avec la MDPH, il y a une allocation qui est spécifique aux enfants. D'accord. Donc, voilà, ça s'appelle EEH. Après, certaines mutuelles de plus en plus. Donc, même si vous avez un doute, il ne faut pas hésiter à leur demander. Puis plus ils auront de demandes, puis ils vont se dire qu'il y a un business peut-être derrière et peut-être ils le feront. Après, la semaine dernière, il y a eu à l'Assemblée nationale un vote par rapport à l'autisme. Et les remboursements en psychomotricité ergo et psy. Oui. Où ils envisagent en 2019 de rembourser des séances et des soins pour cette population. Donc voilà, les choses vont pas. J'attends de voir ce qu'ils vont publier. Pour l'instant, c'est pas encore acté, les conditions, mais a priori, ça va se mettre en place. Ça va se mettre en place. Donc voilà, après, c'est vrai que c'est peut-être un peu dommage que ça soit qu'une action précoce et que sur un diagnostic. Que TSA, ouais, et puis peut-être ça pourrait orienter peut-être à vouloir surdiagnostiquer des TSA pour qu'ils puissent avoir une prise en charge alors qu'ils n'ont pas forcément cette étiquette-là. Et je trouve que c'est pas forcément sain non plus. C'est vrai. Ça, c'est vrai que de toute façon, en fait, il y a une inégalité. Hein. De toute façon, il y a l'inégalité, je pense, tout le temps, partout. Bon, après, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, j'imagine que de toute façon, que ce soit les familles, mais aussi les professionnels, on fait comme on peut avec ce qu'on a à chaque fois pour faire en sorte que, on va dire que l'aspect financier soit un minimum un frein à l'accès aux soins et à la prise en charge. Je pouvais juste aussi, du coup, pour dire bonjour à Adrien, parce que je vois qu'il est aussi connecté, il est présent, donc c'est bien. Ce soir, on a Adrien et Nima aussi qui sont donc derrière à participer au NeuroLive, c'est cool. Ouais. C'est bien, comme ça, tu vois, ça a attiré plein de gens ce soir. L'ergothérapie. Et ouais, parce c'est que bien. oui, carrément. Super, merci beaucoup en tout cas de nous écouter et de porter de l'intérêt à cette profession. Exactement. Ça fait plaisir. Un bon moment pour mettre en avant la profession. Donc tu veux que je parle plus de suivi? Suivi, peut-être aussi parler des approches. Oui, de certaines approches. Donc du coup, le suivi, donc on va déterminer avec les parents et l'enfant des objectifs. Donc plutôt fonctionnels qu'on va en général mettre de façon smart, ça s'appelle comme ça. De façon à ce que ce soit assez simple, assez accessible, qu'on puisse les mesurer et les quantifier. Donc en général, pour moi en tout cas, dans mon cabinet, c'est les enfants qui choisissent l'objectif. Je veux qu'ils sachent pourquoi ils viennent en ergo et pas parce que leurs parents leur ont demandé de venir. Et qu'ils puissent pleinement s'investir. Et puis que si une activité, eux-mêmes, ils n'ont pas l'impression d'être en difficulté, ils ne vont pas forcément s'investir ni savoir pourquoi ils le font. Sachant qu'au final, une activité qu'ils vont choisir va peut-être travailler des compétences sous-jacentes à l'objectif des parents. Donc au final, ça va se recouper. Et donc on passe par l'activité. Donc pour les enfants, c'est beaucoup le jeu. Après, ça peut être vraiment des activités où ils ont des difficultés. Et donc, il y a peut-être deux approches qui sont peut-être assez plus prévalentes en pédiatrie neuro. Donc, il y a l'intégration sensorielle. Donc, l'intégration sensorielle, qu'est-ce que c'est? On va faire un dessin. Et pour les enfants qui ont des problèmes du processus sensoriel. Je vais faire le dessin, puis après, je vous montre. Hop. Donc, on a des enfants. Le processus sensoriel en soi,
Donc on a des récepteurs sensoriels. C'est vrai, t'es la première personne à faire un dessin. Un dessin. Ouais. Et puis ensuite, il y a le traitement de l'information. T'es vraiment une ergo. Bon, c'est pas super bien écrit, super beau, hein. Si, si, si. Et après, une réponse. En sachant que vous travaillez le graphisme. Oui. Non, c'est pas écrit en attaché. Donc du coup, hop, voilà mon dessin, j'espère que tout le monde voit. Donc le récepteur. Donc, grâce à tous tes sens, est-ce que tu connais tous tes sens? Qu'est-ce qu'il y a? L'ouïe, le Ouais. toucher, la vue, l'odorat, le goût. Il en manque deux Ah ouais. que tu connais moins. Indice. Quand tu bouges, oreille, Ah, l'équilibre. interne, vestibulaire. Vestibulaire. Ouais. Et repérage de dans l'espace, ce que tes muscles vont te donner comme information, tes tendons. Proprioception. Ouais, proprioception. Ouais. Voilà. Donc du coup, on va avoir un certain nombre de capteurs de cette information et derrière, oh, je vois pas mon schéma, qui vont être traités par le cerveau et ça va permettre d'avoir une réponse Ok. comportementale. Et chez beaucoup d'enfants, notamment les enfants autistes, mais pas que, je précise le pas que, en fait ce système de traitement va être un petit peu différent. Soit en fait une toute petite, je te laisse le tenir, Ouais. une toute petite stimulation en fait va être très intense, donc du coup potentiellement ils vont peut-être pas supporter certaines réflexions et avoir une réaction très exagérée, voire ne plus la supporter et avoir un trouble du comportement parce qu'ils vont vraiment s'énerver et on va pas comprendre. Ou à l'inverse, en fait, il va falloir beaucoup d'informations pour avoir une réponse. Et là aussi, en fait, on va avoir des enfants qui s'auto-stimulent pour maintenir en fait une attention. Voilà. Ça, c'est super intéressant de le savoir parce que qu'est-ce qu'on. Ça arrive, je parle vraiment Ouais. de mon expérience. Ça arrive en fait que les enfants viennent en consultation et en fait, bizarrement, parfois ça peut arriver que des diagnostics soient posés alors que ça n'a rien à voir, des prises en charge sont mises en place alors que ça n'a rien à voir. Et en fait, au final, tu te rends compte que si on fait attention à tout ce processus-là dont tu parles, bah, ça aiderait en fait à mieux comprendre ce qui pose problème réellement en fait, chez le patient et du coup, là, à ce moment-là, proposer une solution adaptée pour aider un maximum le patient. Ouais. Je pense que ça vaut le coup qu'on le rajoute après en commentaire. Non, oui, peut-être. d'accord. Le schéma, plus après l'explication. Ouais. Je mettrai peut-être même des liens vers des articles peut-être plus complets qui pourront peut-être plus aider. Et donc, en fait, on fait des thérapies par rapport à ces problématiques. Alors, bon, il faut vraiment séparer peut-être l'approche intégration sensorielle, où là, on va peut-être plus l'évaluer et proposer des systèmes de compensation. Et vraiment la remédiation, où là, c'est vraiment une rééducation. Mais bon, la limite de cette approche, c'est que la rééducation, il faut en fait qu'elle soit très intense. C'est plusieurs fois par semaine et 45 minutes, 1 heure. Donc c'est assez long. Et pour l'instant, les données probantes ne sont pas... comment dire ? Il y a eu des résultats, mais en fait, la méthodologie a été un peu critiquée. Donc c'est une approche qui est assez controversée. Actuellement, même si en 2013, donc c'est assez récent comme approche, c'est pratiqué depuis longtemps, mais en 2013, on a vraiment découvert en termes anatomiques des particularités dans la substance blanche en fait. D'accord. Voilà, on a vu qu'il y avait des choses un petit peu différentes. Et donc le but, c'est vraiment en fait de recréer des connexions au sein du cerveau pour améliorer le traitement. Donc c'est assez dense comme rééducation. Ça, après, ça c'est comme en remédiation cognitive par exemple. Je sais qu'il y a plusieurs méthodes et la plupart du temps, en tout cas, on va dire ce qu'on entend que lorsque ça marche bien, en tout cas que ça dure dans le temps, parce que c'est ça aussi, parce que si c'est après 2 ou 3 mois, le patient arrive à réussir à augmenter ses performances, mais que finalement ça ne dure pas dans le temps, à quoi bon
C'est la plupart du temps des séances, mais il faut que ça soit vraiment assez dense, assez soutenu. Il faut au moins 2 prises en charge par semaine. C'est pareil, ça, c'est du 45 minutes, ouais, 1 heure, ouais, pour que ça ait réellement un impact. ouais. Et même là, pour le coup, je crois qu'il y a des études qui ont dit comme quoi finalement en fait, la remédiation n'avait pas à ce point-là un impact sur l'amélioration des fonctions qui seraient éventuellement déficitaires. Parce qu'il il y a le développement normal du cerveau qui finalement en fait, permet aussi de pouvoir augmenter certaines performances dans ces fonctions-là qui sont aujourd'hui en fait déficitaires. Donc de toute façon c'est de la science. Donc c'est de la théorie. Mais c'est des choses qui c'est intéressant qui ont été étudiées en ergothérapie de vraiment en fait se prendre des échantillons d'enfants sans difficulté, leur proposer une remédiation et voir en fait quelle était l'évolution pour justement pouvoir discerner quelle serait l'évolution traditionnelle et quelle est l'évolution avec de l'ergothérapie pour vraiment montrer l'efficacité en fait. C'est des choses qui ont été faites, c'est génial. Aux États-Unis, bien évidemment. Et voilà, je trouve que c'est super qu'on puisse avoir vraiment des résultats probants bien sûr. montrer pour faire valoir notre profession au sein du public médical. Et puis après, c'est vrai que les parents, c'est peut-être moins évident pour vous d'y faire attention parce que vous n'êtes pas expert et puis c'est pas le but. Mais essayez peut-être de vous renseigner dessus et peut-être sur les professions, quel est le parcours, peut-être pour dissocier des professions peut-être plus sérieuses que d'autres. Alors là, de toute façon, avec les NeuroLive, c'est bien parce qu'on a la chance et tout de pouvoir faire appel à différents professionnels. Chacun, du coup, exerçant dans un corps de métier. Le message à chaque fois, c'est qu'on est tous des professions. Là, je parle des professions sérieuses, en tout cas avec un diplôme d'État. Bien sûr, on est tous complémentaires parce qu'en fait, chacun d'entre nous, on a nos propres champs d'expertise, nos domaines de compétences. Et là où c'est bénéfique aux patients, c'est à partir du moment où le professionnel concerné, donc celui qui est spécialisé, qui est expert dans tel domaine, va pouvoir travailler avec le patient et il va pouvoir échanger un maximum avec un autre professionnel qui lui s'occuperait donc d'autres fonctions. D'autres fonctions, tout à fait. Mais peut-être faire quand même attention à ces différents professionnels. Avant de s'adresser à un professionnel, on va voir quelles sont ses études. Parce que finalement, derrière thérapeute, il peut y avoir quand même beaucoup de choses différentes. Je le dis comme ça. Ok, comme ça. Clairement, par exemple, par rapport à l'écriture, par rapport à la rééducation de l'écriture, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui vont venir vers moi avec un compte rendu d'un graphothérapeute, par exemple. Moi, perso, ça me pique parce que je me dis, mais c'est dommage et tout d'être parti voir un graphothérapeute. Il aurait fallu voir un ergothérapeute, par exemple, pour tout ce qui concerne l'écriture. Tu me dis si je me trompe. Le problème, la connaissance que j'ai en tout cas des graphothérapeutes, c'est que ce ne sont pas des professionnels de santé. Finalement, leur formation est assez courte. Et en fait, ils ne sont pas habilités à évaluer toutes les compétences en fait, qui vont sous-tendre le graphisme, ni vraiment le rééduquer. Donc du coup, l'approche va être peut-être un petit peu différente et peut-être qu'au niveau médical, même si le but c'est pas forcément de donner une pathologie à votre enfant, ça va peut-être retarder un petit peu le diagnostic et la prise en charge qu'il peut y avoir derrière parce que les difficultés et les troubles ne seront pas forcément identifiés. Donc ça c'était par exemple un exemple de profession. Après chacun on fait encore une fois comme on peut avec les pros qu'on a aux alentours de chez nous. Et puis quoi qu'il en soit, si il y a... moi à chaque fois je me dis que il n'y a pas de mal à aller voir quelqu'un à partir du moment où on obtient des résultats positifs. Tout à fait. Après, c'est dommage si ce temps-là, il est pris sur une autre éventuelle prise en charge qui aurait été davantage bénéfique et plus efficace pour l'évolution positive du patient. Après, chacun d'entre nous, c'est comme ça. Je te présente l'autre approche ? Ouais, carrément. Alors, l'autre approche, qui s'appelle Coop, qui a été créée au Canada
Donc c'est une approche qui a été créée à la base pour les enfants avec des troubles de développement de la coordination, vous connaissez peut-être plus sous le nom de dyspraxie. En fait, on s'est dit, ces enfants, finalement, quel est leur point fort? Le langage. Et donc on s'est dit, on va créer une thérapie où on va utiliser beaucoup le langage pour soutenir en fait le moteur. Donc en fait, on demande à l'enfant d'établir un plan moteur qu'ensuite il va devoir réaliser, il va le faire. Et après, il va devoir vérifier si c'était bon, si on peut faire mieux, et donc trouver par lui-même, encore par cette résolution de problème, comment faire Que je comprenne. Alors, une activité. Alors, est-ce que tu veux prendre une activité particulière? Avant la production motrice, en fait, c'est verbaliser ce qui va. C'est ça. C'est ça. Ok, ouais, d'accord. Ouais. Okay. Il choisit une activité, donc ça, c'est son but. Ok. Donc, je sais pas, quel but? Je sais pas, faire un pique-nique. Faire un pique-nique, ok. Le 1er novembre. Mais pourquoi pas? Oui, c'est vrai. Donc, but, faire un pique-nique. Ok, c'est quoi ton plan? Je vais d'abord choisir le parc. Ouais. Je planifie en fait. Ouais, vas-y, planifie. Okay. Je vais d'abord choisir le parc. Je vais voir du coup avec qui je vais faire le pique-nique. Aller faire les courses. Ok. Bon, le budget si on veut pour le pique-nique. Voir la météo justement. Ouais. Choisir un jour. Ça peut être pas mal s'il fait moins 15. Ouais, c'est pas top. Il va falloir un bon manteau. Et puis du coup donc après avoir vu la météo, après avoir choisi le parc, décidé du jour, du coup concrètement c'est je pense aller faire les courses le jour même, aller dans le parc, trouver une bonne place, un peu à l'ombre, un peu au soleil, et manger. D'accord. Et dormir. Très bien. Bon, alors là, c'est un peu spécifique. C'est vrai que je t'avoue, ouais. Tu vas partir avec ton plan, tu vas le faire, et puis tu reviens me voir. Ok. Pour voir en gros qu'est-ce qui a posé problème. Ouais, et en gros, je sais pas, du coup, qu'est-ce qui aurait pu poser problème? Je sais pas, t'es sorti de ton pique-nique, t'étais mort de faim. Je suis sorti de mon pique-nique, j'étais mort de faim. Ouais, est-ce qu'il y a quelque chose du coup qui a pas été? À ton avis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que t'aurais pu faire différemment? Peut-être que j'ai mal choisi les aliments. Ouais. J'ai pris des trucs, mais finalement, par exemple, oui, j'ai pris de la viande crue. D'accord. J'ai que ça comme exemple. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Si je ressors du pique-nique et je suis mort de faim, j'ai invité que des gourmands. Et du coup, j'ai pas pu. T'avais acheté qu'un paquet de chips pour tes 15 amis. Voilà. T'avais mal planifié. J'ai même pas eu. Exactement. Et donc, on va refaire. On refait tout. Ok. On conserve ce qui était bon, mais du coup, on va le rajouter à ton plan jusqu'à ce que tu puisses le faire. Et puis, à la fin, je te donnerai une jolie feuille. Un diplôme aussi. Ah, ça c'est chouette. Un beau diplôme. Ah oui, félicitations. Félicitations. Et puis, l'activité que tu as choisie, elle sous-tend beaucoup d'activités derrière. Hein, j'aurais pu dire une activité, c'est comme, on va dire, monter les marches. Non, prendre quelque chose dans la cuisine. Ça serait plus une tâche, peut-être. Te préparer un sandwich, peut-être par juste exemple. ça. Ouais. Peut-être juste ça. Et donc, en fonction de ce que tu auras choisi, je vais te donner une fiche avec des plans. Ok. Alors avec les différents, en général, tu en auras choisi peut-être plusieurs. Alors, en général, on choisit 2-3 activités, pas plus. Donc je vais te donner une fiche récap avec un rappel peut-être de là où t'oubliais un petit peu. Donc voilà à peu près la fiche à quoi elle pourrait ressembler, mais on voit pas très bien. Ouais, et puis même de toute façon, en fait, c'est... Et merci que tu pourras amener à l'école si tu as besoin ou autre, pour toujours avoir jusqu'à ce que tu l'intègres vraiment. Et puis ça te permettra de faire l'activité qui te tient à cœur et d'intégrer des compétences en faisant finalement les gestes moteurs que tu devais faire ou en planifiant. Notamment peut-être si au niveau exécutif c'est un petit peu compliqué, bien qu'en tant qu'ergo on n'est pas habilité en fait à s'occuper de tout ce qui est fonction exécutive attentionnelle, c'est plus vous neuropsy, mais
d'une certaine façon, on peut le toucher par, Comme vous avez par les des connaissances, stratégies. Ouais. ouais, Mais justement, voilà, c'est je de vais pas aller discuter. travailler l'inhibition, la flexibilité ou je ne sais quelle pour acquérir ça et vraiment faire une remédiation là-dessus. Mais voilà, c'est de la stratégie. Ouais, c'est plus stratégie pour C'est pouvoir plus après derrière stratégie planifier. pour le faire. Ouais. Tout en ayant la connaissance justement des fonctions exé Oui. et ce qu'une évaluation des fonctions exé veut dire. Comme ça, vous savez très bien ce qui porte préjudice. Ouais, Est-ce que c'est justement que le patient il est trop impulsif par exemple? Est-ce qu'il manque de flexibilité? Est-ce que justement c'est que de la planification? Puis nous, c'est intéressant qu'on soit vraiment sensibilisé à ça pour aussi peut-être le repérer un petit peu au bilan pour pouvoir d'autant plus orienter et donner des éléments en faveur de ça et peut-être déjà orienter votre analyse à vous par la suite. Ça m'arrive assez souvent malheureusement d'orienter vers des psychologues où au final j'ai une WISC. Mais j'ai pas de bilan attentionnel derrière, ni vraiment exécutif, et je reste un petit peu sur ma faim, j'avoue. Il faut orienter vers des neuropsies. Mais oui, ça peut arriver, donc c'est intéressant d'avoir ça. Donc ça, c'est une approche, du coup, je reviens dessus, désolée, oui, bien sûr, qui a obtenu de très bons résultats, donc qui à la base était faite pour des enfants avec des troubles du développement de leur coordination. Mais qui en fait a été reprise à une échelle plus grande et notamment chez les adultes. Ok, donc l'approche coop. Coop, ouais. Ok. Voilà. C-O-O-P. Voilà, c'est ça. Donc c'est un peu deux grandes approches qu'on peut retrouver en pédiatrie, je pense, en neuro. Voilà. Peut-être une question qu'on n'a pas abordée. Comment trouver un ergothérapeute? C'est vrai. Ça peut être utile. Donc du coup, on a une association nationale qui s'appelle l'Association nationale française des ergothérapeutes, ANFE, je le mettrai peut-être aussi, qui a créé un annuaire de tous ses adhérents qui sont en libéral. Ok. Après, je pense qu'on ils connaissent peut-être plus leurs adhérents. Ou le syndicat français des ergothérapeutes libérales, le SINFEL. Eux, par contre, ont l'annuaire même de leurs pas adhérents. Donc, pareil, on peut les contacter pour leur demander s'ils connaissent des ergothérapeutes proches de chez vous en libéral. Ça permet d'avoir des adresses. C'est extrêmement utile. Utile. Et pour le coup, après, c'est vrai que c'est toujours bien en fait de. J'allais dire tout, on perd rien. C'est vrai que qu'est-ce qui, par exemple. Qu'est-ce qui ferait que il faudrait absolument que j'aille voir une ergo? Pourquoi je me dirais voilà, par rapport à ce que je vois chez mon enfant, c'est vraiment ça vaut le coup quand même en fait d'aller voir un ergo au moins pour l'entretien d'anamnèse. La plupart du temps, qu'est-ce que tu peux voir comme profil? Ouais, un retard au niveau. Alors, la plainte principale que j'ai, c'est le graphisme. Parce que finalement, il y a beaucoup de compétences qui sous-tendent à un niveau quand même assez élevé pour que ça commence à poser problème vite. D'accord. Après, un enfant qui aurait un petit peu de retard par rapport à d'autres enfants dans ses gestes de la vie quotidienne, je pense que c'est intéressant peut-être de voir ce qui peut sous-tendre derrière et là où il peut y avoir un souci. Après, certains troubles du comportement, c'est vrai qu'on pense peut-être plus à un psychologue, mais notamment si vous avez identifié que dans certains environnements, c'était peut-être plus manifeste. C'est intéressant de voir un ergothérapeute vraiment formé en intégration sensorielle, on ne l'est pas tous. Donc voilà, après ça c'est un petit peu plus difficile peut-être du coup de savoir, de savoir qui est formé à ça. On peut demander. Vous pouvez demander. Après, c'est toujours même. Voilà, si vous avez des doutes, moi j'aime bien des parents qui m'appellent, puis à qui je dis peut-être aller plus vers telle profession, ou peut-être on fait un bilan et il n'y a rien et tant mieux, que de les voir fin de collège, j'en ai eu cette année, où en fait on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des difficultés et que on n'a pas perdu du temps, mais si ça avait été pris peut-être plus précocement, la rééducation serait peut-être moins longue et plus efficace. C'est peut-être plus simple aussi, je pense, pour l'enfant. Oui, d'un point de vue émotionnel, ils auraient peut-être, ça aurait peut-être été plus facile pour eux de le découvrir avant. Tu auras un email, il a mis le. Super, merci. Super, nickel. Comme ça, il y a pas mal d'infos. Ouais, super, génial.
T'as donné plein du coup, pas mal d'infos. Je Oui. sais pas si on a encore je sais pas quelle heure il est en fait. Mais si on a encore le temps, peut-être qu'il y a encore quelques questions peut-être auxquelles tu pourrais répondre ou Oui, j'ai sinon. pas trop pris le temps de lire, désolée. Je regarderai bien après. Ouais, après. J'ai vu plusieurs fois marqué psychomotricité. Euh, je pense qu'il y a finalement beaucoup de compétences similaires. Euh, mais voilà, notre histoire et l'approche est différente. Oui, Je pense que c'est peut-être vraiment ça. Après, voilà, avoir un regard différent, c'est toujours un plus. Donc voilà, peut-être la différence des deux. Je pense que c'est vraiment l'approche et la vision, même si finalement on évalue peut-être des champs de compétences assez similaires et qu'il y a beaucoup c'est vrai. de similarités. Mm. Mais en tout cas, je suis extrêmement content que. Bon, déjà, merci d'avoir accepté hein, Bah, merci d'être de m'avoir dispo. permis de promouvoir ma profession. C'est avec plaisir, c'est avec Mm, plaisir. mm, Et de toute façon, et tout, n'hésite pas si jamais. Enfin, moi, nous, en tout cas, voilà, la plupart des mm. intervenants, ils se sont dit, ouais, super et tout. On pourrait Mm. refaire un autre Neurolive. Donc, si Peut-être l'envie sur te une prend de refaire, compétence plus précise ou ça serait après super. c'est vrai que moi c'est plus la pédiatrie et la neuro mais voilà du coup enfin beaucoup de pathologies sont concernées par Oui, bien sûr. l'ergothérapie, beaucoup de public donc Tu l'as dit, après de toute si façon, ouais, tous les âges je sais peuvent pas être si des concernés. ergots Hein. nous regardent et qui voudraient proposer d'autres approches ou d'autres domaines. C'est vrai que j'ai Carrément. pas parlé des personnes âgées, je connais moins. Euh, ou même les adultes. Je connais un tout petit peu plus, mais voilà, ça reste On pas fera. surtout. Mais du coup, donc, ouais, merci à toi de t'être Mm. rendu disponible pour nous apporter toutes ces informations-là. Je pense que ça nous a bien Mm. éclairé sur non seulement sur la profession, sur les différents profils que tu peux être amené, justement, bah, toi en tout cas, à voir. C'est ça Mm. aussi qui est bien, c'est le partage, mais voilà, Mm. enfin, Mm. de chacun sa propre expérience. J'espère que pour le coup, donc il y a pas mal de gens qui ont pu, soit en tout cas trouver réponse à leurs questions, ou en tout cas qui ont pu donc apprendre, on va dire, des choses ce soir. Tu t'es rendu disponible un 1er novembre. Et en plus, je sais que tu as passé la journée aussi à travailler. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Bon, c'est bien, c'est pareil pour moi. On a un tout petit peu travaillé une journée. Faut quand même. C'est vrai. Et merci parce que j'ai vu qu'il y a énormément de commentaires. C'est chouette. Il y a aussi plein de gens qui ont partagé en live la vidéo. Donc c'est vraiment très très bien. Merci à vous. N'hésitez pas, encore une fois, en fait, à partager un maximum pour que ça puisse être utile à un maximum de personnes. Et voilà. Si c'est bon pour toi. Ben, je pense, après j'essaierai de répondre à toutes les questions plus vite. Ouais, Et puis peut-être, voilà, s'il y a d'autres questions peut-être plus spécifiques, créer un autre neurolive carrément. avec moi ou une de mes Ouais, consoeurs avec plaisir. ou confrères. Il y a aussi des garçons en ergo. Avec plaisir, avec plaisir. Mm. Bah du coup, merci Elise. Merci Merci à à vous. toi de te rendre disponible tous les jeudis. J'adore le Norway. Ouais. Ouais, vraiment. C'est quelque chose qui est fait avec le cœur. Les gens le savent très bien. Et du coup, mes collègues associés qui m'accompagnent partagent exactement le même sentiment. Et pour le coup, c'est avec plaisir qu'on se rend disponible Mm. les jeudis pour les familles. Ok. Et aussi pour les pros. Voilà. Merci aussi à toute ton équipe que je ne connais pas. Peut-être au plaisir plus Ouais, tard. on fera. Oui, oui, on fera. Passez une bonne soirée. Et puis, bah, du coup, à jeudi prochain. Ciao.